Ok. Vous avez donc reçu les documents sur vos tablettes et téléphones. La partie 2. Méthodologie CIA partie 2. Nous allons éplucher cela et appliquer à nos deux affaires. Regarde, Karen, c'est la respiration. Ah non, j'étais là. Le fichier. C'est ça. Juste ça, c'est parfait pour moi. Ceci est sorti. Fatigué? Mais non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Elle dort, non. Non, c'est fini ça. C'est fini. Moi, j'ai beaucoup de problèmes quand elle dort. Non, mais je comprends, c'est bien. Elle dort beaucoup. Je suis désolée que tu le saches. Ah, ça va pas trop mal. Je suis souvent le coupable. J'assume. Mais à culpa. Mea culpa. Voilà. Le logiciel à partie 2. Parfait. Il n'y a rien, c'est normal, c'est parce que c'est Non, mais fermé. là, on a un problème de téléchargement, vous avez raison. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est Est-ce que hyper j'ai dit lent. qu'il y avait un problème de téléchargement? Moi, Ah, depuis tout à j'ai l'heure. dit ça, moi. Ah, bah super, on a tout là. Ah, bah, c'est pas beau ça. Magnifique. Et alors, il faut la télécommande pour allumer ce truc-là. Merci. Génial. Voilà. Ok. Bon, ça va. Tiens, voir. Super. Toc, toc. Et là, on a les deux affaires, c'est parfait. Les doubles aussi, Donc, ah, bah c'est bon, tiens, merci beaucoup. C'est toi, maman? Ça, c'est toi. parfait. Et le silence fut après la lumière. Donc, deuxième partie du stage. Application de la méthodologie du FBI sur nos deux affaires vues ce matin. Nous allons appliquer les éléments clés, car cette méthodologie, évidemment, peut faire l'objet et fera l'objet d'autres stages d'approfondissement, de perfectionnement. Nous en sommes pour l'instant à la base. Il faut retenir les essentiels, dans un premier temps, issus d'un schéma officiel. Nous allons expliquer. Référencé dans une revue datant de 1986, Behavioral Sciences and the Law, dans son tome 4, page 107 et suivante. Article scientifique écrit par John Douglas, Robert Ressler, Hamburgers, Charles Hartman, qui étaient donc 4 agents du FBI à l'époque, ayant fondé le concept de profilage, alors doit cela historiquement, ayant donc produit pour la première fois dans cet article, en 1986, donc Criminal Profiling from Crime Scene Analysis, c'est-à-dire donc l'analyse de la scène du crime, donc le profilage criminel à partir de l'analyse de la scène du crime. Alors, partant de cet article, je vais le résumer évidemment et le transposer dans la version française, rassurez-vous, mais j'aime bien partir des sources officielles pour ne pas avoir la critique souvent arriver
sans connaissance, hein, ou en méconnaissance de cause, qu'il y a évidemment des sources référencées en la matière, dont celle-là principalement au démarrage de la méthode. Et vous avez donc dans ce schéma le premier tableau, on pourrait dire, hein, ou encadré, qui s'appelle Profiling Inputs, c'est-à-dire les éléments du profilage. Les éléments qu'on va intégrer donc, qui peuvent être vus aussi comme des sources d'information. Toutes les sources d'information qu'on collecte dans un premier temps et qui vont nous servir à appliquer la méthode. Il y a beaucoup de choses d'ores et déjà à dire, c'est-à-dire le fait que tout doit être pris en considération, ça c'est le grand principe. Mais après, en détail, vous avez référencé ici en tout cas la scène de crime, les preuves physiques, les éléments donc, de motivation, les positionnements du corps, les armes, s'il vous plaît les filles, victimologie, dans la victimologie donc les antécédents, les habitudes, la structure familiale, ce que l'on sait des personnes pour la dernière fois qu'on les a vues, l'âge, les activités, etc. Mais également, troisièmement, après la scène de crime et la victimologie, les informations forensiques. Oui, d'ailleurs au passage que le mot forensique est vraiment référencé depuis longtemps, sur tous les éléments probants à des fins judiciaires, c'est-à-dire la cause de la mort, les blessures, les éléments antémortem et post-mortem, les actes sexuels, le rapport d'autopsie, les éléments de laboratoire, donc de police technique et scientifique, mais également, après la scène de crime, la victimologie et les éléments forensiques, quatrièmement, le rapport préliminaire de police, donc ce que l'on constate lorsque les policiers, les gendarmes arrivent sur les lieux, et rapport dans les premiers temps de l'enquête, sans parler des autres éléments d'enquête évidemment, avec des informations donc, de première constatation, les observations de police diverses, le temps du crime, le lieu du crime, qui a rapporté le crime, les éléments de voisinage, le statut socio-économique, ce qui peut être vu en termes de statistiques ou de délinquance de la zone, bref, toute information de renseignement à toute fin utile. Mais c'est pas fini. Après les éléments de scène de crime, de victimologie, de renseignements forensiques, de rapports préliminaires de police, cinquièmement, les photos. On pourrait rajouter vidéo et tout élément audiovisuel, aérienne. Déjà à l'époque, vous imaginez, en 1986, on pensait déjà à l'aérien. Vraiment, les drones dans l'affaire Alexia Naval, c'est bon, c'est bien, évidemment, mais sur le principe, en tout cas, ça n'a rien de nouveau. Et la scène de crime, évidemment, les éléments de victimes, tout, on pourrait dire qu'ils aient référencé l'essentiel dans un premier temps. Alors, partant de ces sources d'information, on passe à l'étape 2. Étape 2, donc, qui est, qu'on appelle donc, la décision liée au modèle. C'est-à-dire la prise de décision d'enquête que l'on va faire à partir des classifications criminologiques. Quand on dit modèle, c'est plutôt ça, les typologies, autrement dit statistiques. Par exemple, un criminel qui commet des actes sadiques, donc antémortem, de violence physique, psychologique, imaginons sur la victime, antémortem, j'insiste bien, est plutôt vu comme un sadique. Et le sadique, statistiquement parlant, voilà, modèle de classification criminologique, c'est souvent un type, dans plus de 52% des cas selon les études américaines, du moment, du FBI, qui est marié avec des enfants et intégré socialement. Donc plus d'un cas sur deux, on trouvera quelqu'un qui est un avocat, chef d'entreprise, un cadre, un fonctionnaire bien établi, bien stable dans sa vie. Dès lors qu'il est sadique, vous imaginez? Et alors on se dit, mais c'est un peu paradoxal. Mais non, quand on y pense un peu mieux, on se dit que s'il a été capable de contrôler, en fait, une sorte de contrôle, sa vie sociale, sa vie familiale, des éléments donc, de la vie quotidienne, alors il faut s'attendre de la même manière à ce qu'il contrôle et aime prendre son temps avec sa victime antémortelle. Alors, dans ces éléments de typologie, il y a tout, vraiment des études statistiques. Vous imaginez même que toutes les universités qui font des recherches avec des enquêtes de victimation, des enquêtes d'agression, des sondages, toute forme voilà, de recherche comme on fait en psychologie aussi ou en sociologie, mais plutôt à des fins criminologiques ici, eh bien, sont intéressantes. Je rappellerai d'ailleurs qu'il y a l'Observatoire national de la délinquance en France, en rapport avec l'Institut national des études de la justice, qui chaque année rend un rapport et qui développe aussi un certain nombre de
publications en la matière assez intéressantes. En tout cas, on va regarder le type et le style d'homicide, si c'est un homicide, les éléments ou la motivation donc première, l'élément intentionnel, les facteurs de victime à risque, sur lesquels on va s'attarder un peu ensemble, les facteurs de risque, c'est aussi de l'agresseur, l'escalade criminelle, c'est-à-dire ce qui va précipiter un acte dans certaines circonstances entre l'auteur et sa victime, le temps du crime, les éléments de lieu du crime, donc le facteur espace-temps, etc., etc. Bien sûr, on pourrait aller aussi sur le terrain des typologies, par exemple, d'incendiaires, de violeurs, de tueurs en série, de terroristes, de tout type de phénomènes, finalement, qui ont fait l'objet d'études statistiques, en disant, voilà, vu ce que nous rencontrons comme phénomène au cas par cas, dans cette histoire-là, on se dit, voilà, quelle est la typologie qui correspond le mieux, quels sont les critères qui vraiment répondent au mieux à cette typologie. Ainsi donc, avions-nous parlé, parmi tant d'autres exemples, du tueur en série missionnaire pour Mohamed Merah, puisqu'il correspondait bien, on le sentait bien, à cette catégorie-là, en confrontation simple avec les éléments connus. Puis, troisième temps, il y a l'évaluation du crime. En haut à droite. L'évaluation du crime, c'est donc une phase un peu de psychologie clinique. C'est-à-dire que là, on va vraiment aller sur le terrain de la personnalisation du profil, en allant justement essayer d'aller plus loin que les typologies, de dépasser les classifications et d'aller donc vers une appréciation casuistique. Ainsi, la signature fait partie donc des éléments de cette phase. Ainsi, l'évaluation aussi d'un maquillage de la scène du crime, si c'était dans un cas version Colombo. Ainsi, pourrions-nous dire qu'il est peut-être en rapport étape 2 avec, imaginons, un état borderline, c'est un trouble du comportement un petit peu lié à l'abandon, à plein de critères établis sur ce cas, d'un point de vue plus psychiatrique cette fois-ci. Mais, en quoi peut-on préciser ce profil? Voilà. C'est peut-être un borderline qui est un petit peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Ce critère-là est très fort, ce critère-là est moins fort ou même absent. On va donc préciser ça. Bien sûr. Alors, simplement, il est répertorié à l'époque la reconstitution du crime, la reconstruction du crime plus exactement, si on lit. Aujourd'hui, on dirait la reconstitution du scénario criminel, ce serait plus exact, qui est une phase décisive. C'est pour ça que vous avez un stage auquel je vous convie, je crois que c'est le mois de décembre, hein, qui a été prévu dans la liste des stages, qui est, mais alors celui-là, incontournable. C'est vraiment quelque chose de capital dans n'importe quelle enquête, de l'apprendre 1000 fois sur les éléments matériels comme sur les éléments de profilage. Ensuite, les classifications du crime du FBI. Vous avez un manuel qui est disponible sur les cours online, mais qui est aussi disponible sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un site russe qui a scanné l'ensemble du document. Donc vous tapez manuel de classification du crime du FBI ou Crime Classification Manual FBI. Vous allez très rapidement retomber sur le document en PDF et vous le téléchargez librement. Okay. Mais l'intérêt de ce document, c'est de montrer déjà un exemple majeur de caractérisation de tous les types principaux d'infractions. Donc vous avez répertorié dans ce type de document, imaginons, la définition évidemment, mais alors le type d'arme utilisée, le type d'auteur utilisé, le type de victime utilisé, le type de lieu utilisé, voilà. Tout ce que nous devons savoir par type d'infraction. Et quand on a homicide, on a évidemment plein de sous-catégories d'homicides qui sont aussi très intéressants. Alors, bien sûr, elles sont fondées sur les études américaines, mais néanmoins, je trouve que les grandes tendances sont là et ne dérogent pas, en tout cas, à l'essentiel de ce qu'on pourrait trouver dans d'autres pays, en dehors des différences culturelles, évidemment, ou de phénomènes plus particuliers ou locaux. Donc je pense que c'est en tout cas une bonne introduction. Très intéressante, un exemple à suivre qu'on devrait essayer de faire en France, mais on n'est pas encore là, même nous. C'est pourquoi nous avons dû travailler sur la planche. Organiser, d'organiser. Alors c'est vrai que cet aspect organisé, d'organiser, on devrait le retrouver là. Mais on va en fait plutôt de nouveau personnaliser cette histoire-là dans la troisième étape, avec notamment la sélection de la victime, le contrôle sur la victime, la séquence du crime, qu'est-ce qui fait le plus, est-ce que c'est avant, pendant, après, et quoi exactement dans chaque séquence, ainsi que le staging. Staging, c'est donc le maquillage
scène du crime, ainsi que les motivations, Ah, voilà, étude de la motivation, staging, donc c'est qu'on a parlé d'artistique d'abord, c'est ça, des maquillages. voilà, le maquillage de la scène du crime, c'est quand on veut faire croire Voilà. à autre chose que ce qui s'est passé. Se créer un alibi, faire croire qu'effectivement c'est un autre qui l'a fait, que c'est un cambriolage alors qu'en fait c'est un homicide, etc., etc. Et enfin, ce qu'ils appellent donc les aspects dynamiques de la scène du crime, c'est vrai, c'est-à-dire tout ce qui est comportement qu'on a nous-mêmes commencé à pointer du doigt ce matin, mérite une interprétation, un bon décryptage, et là on est en plein dans l'évaluation psychocriminologique. Enfin, quatrième étape de la procédure, on a le profil criminel, c'est-à-dire la synthèse, la conclusion en fait, qui doit tenir sur une page, normalement 2 pages grand maximum, avec les éléments clés qui servent aux enquêteurs. En fait, l'enquêteur, lui, s'il a confiance en son analyse comportementale, il va bien entendu lire le rapport, tout le raisonnement par lequel on arrive à la conclusion, mais lui, il veut tout simplement avoir quoi? Âge, sexe, antécédents, situation familiale, situation professionnelle, des éléments clés pour le retrouver, hein, bref, une synthèse qui va le servir à son enquête pour aller vite, pour aller efficace, pour être vraiment dans la bonne direction. Et donc on a des éléments démographiques, les caractéristiques physiques également, les habitudes, les comportements ou les antécédents donc liés à son histoire de délinquance, des éléments liés au crime, le comportement après l'agression, et puis les recommandations pour l'enquête, pour les enquêteurs. Alors, 5e et dernière étape, on lance l'ensemble de ce circuit méthodologique dans l'enquête. Mais ça ne s'arrête pas là. Jamais. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire, ce n'est qu'un premier profil. Or, un profil doit être actualisé systématiquement, tout simplement parce que déjà à ce stade-là, il y a des informations qui rentrent à tout moment de l'enquête. Tant qu'il y a une enquête, les informations rentrent, et donc on doit refaire le cursus pour préciser le profil, pour l'adapter en fonction de tout ça. Et donc on a cette phase de feedback. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout de l'enquête, mais après, feedback numéro 1, feedback numéro 2. On repart un petit tour et on essaye toujours d'avoir des éléments de validation d'un profil plus précis, plus juste, en fonction des nouveaux éléments. En fonction des éléments nouveaux. Clair? Évidemment que quand on a arrêté l'individu, en phase 6, on a terminé, on n'a plus besoin d'utiliser le profilage. Et pour reprendre ce qu'on disait en introduction ce matin, alors commence la phase psychocriminologique pure. Car on aura l'individu en face de soi, en stratégie d'audition, et là, c'est de la psychocriminologie. Évidemment que ce qu'on a fait auparavant, si on est bon, hein, si on voit bien qu'on était dans la bonne direction, que le type qui a été arrêté, qui suspecte, mais qui bon, voilà, on a en tout cas suffisamment d'éléments matériels pour penser vraiment que c'est lui, si on est bon, et ben, même ce qu'on a fait auparavant, si c'est assez pertinent, peut servir à compléter l'analyse psychocriminologique face à face, évidemment. Tout concourt dans ce cas-là. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que passer ce temps-là, en tout cas, on n'est plus dans le profilage, on est dans la psychocriminologie d'investigation, de stratégie d'audition, de tout ce qu'on veut, mais plus du profilage, puisqu'on a un individu qui est plus ou moins connu en face de soi. Par contre, si dans l'audition, il nous est présenté un ou plusieurs suspects, même en entretien, hein, effectivement, qui présentent des preuves, mais on s'aperçoit, pour X raisons, que c'est pas le bon, on est dans l'erreur, alors c'est reparti pour le profilage. Et là, forcément, les éléments psychocriminologiques qui nous ont amenés à ce mauvais suspect doivent être également réanalysés, hein, un briefing là-dessus. Mais pourquoi finalement on s'est orienté là? Puisque c'est la mauvaise direction, il faut qu'on aille dans une autre direction. C'est là où on voit très bien aussi que ce qu'on fait comme erreur nous sert. Il ne faut surtout pas se mettre des ornières en disant voilà, j'ai fait une connerie. Non, au contraire. C'est que si c'est pas le bon, au final, on va dire bah voilà, le raisonnement qu'on a eu pour y parvenir n'était pas correct ou n'était pas suffisant. Donc revisitons ça pour aller dans un autre raisonnement. Grâce à cette erreur, nous allons dans la bonne direction. Et là, on repart dans le profilage parce qu'on n'a pas Exactement. de criminel. Exactement. Et là, on voit bien hein, la porosité entre les deux, le va-et-vient permanent, malgré tout, malgré qu'on ait un temps comme ça d'enquête et un temps d'audition, on a bien compris. Alors, ça peut se résumer en français à ça.
4 grandes étapes. Les éléments du profilage, donc les sources d'information. Deuxièmement, les classifications criminologiques, avec ce qu'on appelle plus précisément le profilage statistique, mais on l'appelle aussi parfois le profilage générique, et reprenant une méthode inductive du profilage. L'induction, c'est induire une statistique en confrontation avec les faits. Donc on comprend bien que c'est un premier profil statistique, mais qui a la limite de ne pas être extrêmement précis, et qui pourrait correspondre pour le coup à plein de gens. Je vous ai dit par exemple, il y a 52% des sadiques qui sont intégrés socialement. Vous vous rendez compte que ça nous aide, mais enfin ça nous aide peu pour l'enquête quand même. Il faudrait être plus précis. Vous avez trop des choses qui pourraient quand même aider l'enquêteur à resserrer les mailles du filet. Troisième temps, l'évaluation du crime. Méthode déductive cette fois-ci. C'est là où on dit, bah voilà, 1 plus 1 égale 2. Il y a quelque chose effectivement qu'on peut dire, voilà, il a fait tel comportement, c'est typique du paranoïaque. Et le paranoïaque, ça nous donne quand même quelque chose de plus précis que celui qui est intégré socialement. Dans sa vie de tous les jours, dans la manière de se comporter avec les gens, de parler, même plein d'éléments quand même beaucoup plus précis. Profilage psychologique, on l'appelle aussi ainsi, et la scène du crime. Enfin, quatrièmement, le profil spécifique, c'est-à-dire qu'on conclut dans une synthèse, et Interpol parlera également, stricto sensu, la terminologie utilisée par Interpol, c'est l'analyse de profil spécifique. Qui je trouve très, très bonne. C'est à la fois technique, un peu comme l'analyse comportementale comparativement au profilage, et profil spécifique, ce qu'on a bien spécifié à qui on avait affaire en conclusion. À partir de là, très rapidement, sachons nous focaliser sur 3 éléments, bien que vous en avez vu qu'il faut tout savoir, plus on enseigne, mieux c'est. Si on est perfectionniste, plus on est dans la bonne, en tout cas, source d'information. Mais qu'il y a quand même 3 grands secteurs, la scène de crime, la victimologie, les éléments de science légale. Je pars en fait de ces 3 éléments-là, puisque j'aime à dire, comme dans l'affaire Jack l'Éventreur par exemple, en Web TV, que ce sont des éléments fiables. Le témoignage n'est pas fiable. En tout cas, moins fiable que les éléments de science légale, dès lors qu'un rapport d'autopsie est suffisamment justifié au plan médical et qu'une analyse de laboratoire est suffisamment prouvée au plan technique. Bon. Mais un témoignage, voilà, une histoire de mémoire, on en parlait déjà un petit peu ensemble, une histoire de variation selon le ressenti des personnes, quelque chose de très subjectif qui entre en ligne de compte. Bon, donc, la scène du crime, je crois que vous avez commencé vraiment à sentir ça ce matin, vous avez des vraies constatations, c'est-à-dire des vrais comportements qu'on peut tous observer.